Hey Étienne, on va parler du Wilhelm Scream. Donne-moi ta meilleure imitation. Ok, d'accord. À ton tour, Baptiste? Ouais! Baptiste, je pense que t'as pas compris la mission. I deeply love. J'adore ça. J'adore. I deeply love. 12. 3, c'est à toi. Ah! Ha, ha, ha. Bienvenue à bord de J'adore ça, votre podcast préféré où on découvre des aspects fascinants dans des sujets qui nous passionnent. Ouais. On est vraiment heureux que vous soyez des nôtres comme d'habitude. Puis aujourd'hui, on vous parle du Wilhelm Scream. Oui, et non le Baptiste Scream. Et c'est non, pas le ouais. C'est pas ouais! Fait que le Wilhelm Scream, c'est ça. On va plonger là-dedans, mon cher Étienne. Ouais. Est-ce que ça te tente? Ben, je suppose que tu as dû étudier les origines de ce Wilhelm Scream-là, comme moi. Oui. Moi, en tout cas, j'ai fouillé là-dessus, évidemment. Mais là. avant, Fait que- je pense que ce serait bien de Oui. expliquer aux gens. Oui, excusez. Attends, on va expliquer. C'est cool. Fait que le cri de Wilhelm, pour celles Ouais. et ceux qui ne connaîtraient pas ça, c'est un clin d'œil sonore, souvent pour des gens qui chutent ou qui se prennent un coup. Ouais. Il y a comme un dénominateur commun là, dans le fait de se prendre un coup ou de chuter de très haut, mettons. Puis c'est des compositeurs sonores qui se sont amusés à le replacer dans des grandes œuvres du cinéma comme Star Wars, Indiana Jones, Le Seigneur des Anneaux. Fait que là, à des petits moments dans le film, ça se peut que vous entendiez ce son assez strident quand quelqu'un tombe, le fameux Wilhelm Scream. Fait que, Ben, je vais vous le faire entendre. Voilà. Et voilà. C'est le fameux cri. C'est le genre de cri que tout le monde a déjà entendu. Même ceux qui savent pas c'est quoi, savent c'est quoi. OK, Puis, ouais, tu sais, exact. Ouais. si je pouvais te faire un parallèle avec aujourd'hui, avec Instagram et compagnie, tu sais, il y a des effets sonores qui reviennent constamment, comme là. Ouais. Puis, tu sais, il y a Ouais. plein de sons comme ça qui reviennent constamment, mais Ouais. Wilhelm, je te dirais que c'est pas mal le premier à... C'est le premier, c'est le C'est- premier. Yes. À la base, c'est quasiment une. Tu sais, ben, en tout cas, on va parler des origines, mais le fait que ce soit devenu un classique clin d'œil, Mhm. c'est vraiment une inside joke de chum compositeur Ouais. sonore. Là. C'est quand même Ouais. drôle, ça. Ouais. Fait que, en tout cas, on va plonger là-dedans. Mais c'est ça, comme je disais, Distant Drums en 1951. Il y a un gars qui marche dans l'eau et qui se fait attraper par un alligator. Puis c'est drôle, mais en écoutant ça, puis en sachant que c'était la première fois que le Wilhelm Scream était utilisé, j'ai trouvé que le son sonnait plus naturel que les reprises dans les autres films plus tard. Mais Ouais. c'est peut-être un biais cognitif de genre, je le sais que c'est le premier. Il paraît qu'il y a plusieurs versions du Ben, en Wilhelm fait, c'est ça. Scream. Sais-tu déjà, question quiz pour toi, Ouais. qui est l'acteur derrière le Wilhelm Scream? Shep Woolley. Oui, ok, c'est bon, t'as bien étudié. C'est un performer, c'est un acteur, c'est un chanteur, c'est un homme de beaucoup Ouais. de talent des années 50. Puis c'est drôle parce que quand t'écoutes son sample, Ouais. il se fait demander de faire des cris, puis t'entends plusieurs versions de lui Oui. qui essayent de le faire, Oui. puis c'est drôle en maudit. Puis tu sais, il en fait un premier qui est comme un peu over the top, tu sais, puis après il se rajuste puis il fait un cri plus tu sais, bien Ouais, standard. c'est ça. Puis C'est ça. t'entends le réalisateur faire non, j'aimais vraiment ton premier, fais ça mais plus intense. Ouais, Puis c'est là ça. qu'il sort le qu'on connaît tous. Puis mais le nom, par contre, Wilhelm, Oui, ça c'est vient pas- d'un autre ça- film. Ça vient d'un autre film parce Mhm. qu'à l'origine, les gens qui l'ont utilisé, puis on va en parler plus tard, Ben Burt, Ouais. dans le fond, lui, il pensait que le film original, c'était The Charge at Feather River de 1953. c'est ça. Et c'est un Exact. personnage qui s'appelait Wilhelm, qui se faisait tirer... Private Wilhelm, qui se fait tirer une flèche dans la cuisse. Exact. Puis qui pousse ce cri-là, mais le cri se voulait vraiment Mais- un cri d'alligator Mais qui mange c'est quelqu'un. ça, exactement. Puis ce qui est vraiment drôle, en fait, c'est que quand tu regardes The Charge of Feather River, Ouais. j'ai vu genre des extraits. Il est comme utilisé 3 fois dans ce film-là, le Wilhelm Scream. C'est Mais- comme... Puis, mais dans le temps, c'est vrai que, tu sais, il y avait comme un fait historique qui était de dire, ben, on n'a pas
en masse de budget pour constamment enregistrer plein de sons différents à chaque nouveau film. Fait qu'utilisons des sons qui existent déjà, tu sais. Donc, les différents studios, donc Paramount, Universal, puis dans ce cas-là, c'est Warner Brothers, avaient leur banque de sons. Ce qui fait que d'un studio à l'autre, les fusils sonnaient pas pareil. Les coups de poing, ça c'est mes préférés. Les coups de poing sonnaient pas pareil. Puis les animaux aussi. Puis, tu sais, donc, tu pouvais reconnaître la signature sonore d'un studio. Comme dans l'époque des consoles 16 bits, il y avait une signature sonore des tracks MIDI des jeux, donc la SNES versus la Sega Genesis. Sega Genesis qui, à mon avis, avait une meilleure signature audio. Ouais. C'est vrai, ça. Il y a quand même une espèce de je sais pas comment dire, de propriété sonore un petit peu, là, en termes de qu'est-ce qui sonne comme quoi, comme quel studio, puis comme quel... Ouais, tout à fait. Ah, c'est super intéressant, ça. Puis c'est ça, fait que là, tu parlais de la banque de sons de la Warner Bros. Oui. Fait qu'il y a un groupe d'étudiants dans les années 70, incluant le futur concepteur sonore de Star Wars, Ben Burtt. La légende Ben Burtt. C'est ça. Ce groupe d'étudiants-là, puis il avait un ami aussi, Anderson, de ce que j'ai compris. Richard Anderson, exactement. Fait que les deux... Richard Anderson, c'est l'homme derrière les effets sonores d'Indiana Jones. Exact, c'est ça. Puis vous vous douterez que dans Star Wars et dans Indiana Jones, on retrouve des Wilhelm Scream dans pas mal tous les films. Oui. Des fois, plusieurs fois par film. Fait que... le groupe d'étudiants tombe sur ce son, puis décide de l'utiliser dans presque tous les films auxquels ils participent après ça. Fait que c'est grâce à eux qu'on a cette espèce d'habitude de concepteur sonore, mettons, d'essayer d'ajouter ça à quelque part. Je veux faire une parenthèse par rapport à Ben Burtt, parce que Ben Burtt, c'est un gars qui était tellement passionné de son de cinéma que quand il était en voiture, il écoutait des enregistrements qu'il avait fait de films alors qu'il était allé au cinéma. Donc, il écoutait l'audio d'un film en voiture juste pour passer le temps. Puis pas juste la musique, l'audio complet. Non, l'audio d'un film. Donc, il était rentré probablement avec une machine avec un micro, puis je sais pas à quel point dans ce temps-là, c'était gigantesque. Comment il a fait pour rentrer ça dans le cinéma? J'ai aucune idée. Mais il entrait, puis il enregistrait des films, puis il écoutait ces films-là en voiture. Vraiment juste audio. Puis, il s'est rendu compte que dans les années 50, Warner Brothers utilisait le Wilhelm Scream dans quand même plusieurs films, peut-être 5-6 films, puis il tripait sur ce son-là. Ça vient de là, tu sais, c'est lui puis Richard Anderson qui ont juste un inside joke, puis ils se sont mis comme, tu sais, déjà, ils ont créé leur propre compagnie de production sonore. Puis ils se mettaient au défi d'inclure le plus possible le Wilhelm Scream dans la bande sonore des films sur lesquels ils travaillaient. Puis, savais-tu que, probablement que tu le sais, mais Ben Burtt fait un caméo dans Le Retour du Jedi. Ouais, c'est un Bounty Hunter, ça se peut-tu? C'est dans le palais de Jabba. Non, c'est pas dans le palais de Jabba, je pense que c'est dans, tu sais, quand ils sont sur, la planète avec toute la jungle. Endor? Sur Endor. Ouais, c'est ça. Puis là, il y a comme, tu sais, des petites bases. Puis à un moment donné, je pense qu'ils sont rentrés dans l'une des bases, mettons, des Stormtroopers. Là, il y a un officer qui fait, qui se met en chemin, genre, puis qui dit « Stop » ou je sais plus trop quoi. Puis Han Solo lui lance un genre de truc, ça le fait passer par-dessus. Puis ce qui est drôle, c'est que Ben Burtt, il essaye de faire un Wilhelm Scream, mais c'est sa vraie voix. Man, le clin d'œil est malade. Je suis comme, ben voyons donc, il a réussi pas ça que à se négocier un caméo, man. Mais ils ont pas mis le vrai. Ils auraient dû mettre le Wilhelm, mais en même temps, ça aurait été trop évident, je pense. Je pense qu'ils l'ont mis quand il y a un Bounty Hunter qui se fait frapper par Han Solo puis qui tombe dans le Sarlacc. Je pense qu'ils l'ont mis à cet endroit-là. Il y a cet endroit-là, puis il y a aussi dans A New Hope, le premier, quand Luke Skywalker tire sur un Stormtrooper qui tombe, mettons, d'une plateforme, on l'entend aussi à ce moment-là. Ouais, tout à fait. Puis c'est ça, je pense que si je me trompe pas, dans les 2 premières trilogies, dans le fond, on retrouve des Wilhelm Scream dans tous les films de Star Wars. Puis après ça, on peut parler de son ami Anderson, qui l'a plugué dans tous les Indiana Jones. Oui. Puis
Fait que là, bon, après ça, il y en a plein d'autres qui se sont réinspirés de ça. Le Seigneur des Anneaux, Toy Story, il y en a plein là, qui ont mis c'était plus tard. Mais tu sais, mais c'était vraiment plus tard. Ouais, c'était vraiment juste un inside joke à eux. Puis, à un moment donné, les gens ont commencé à s'en rendre compte. Parce que, je veux dire, tu passes pas à côté du Willem sans te dire comme, ouh, c'est quelque chose, ce cri-là. C'est bizarre. Et même, ce qu'ils expliquaaient, c'est qu'il y a même des réalisateurs qui insistaient, là, vous mettez pas ce cri-là dans mes films. Pas question. Puis eux, ils faisaient ah non, inquiète pas, je l'ai enlevé, mais il cachait quand même dans une explosion quelque part. Puis leur but, c'est faut que personne s'en rende compte, faut qu'on réussisse à le mettre dans tout ce qu'on fait. Drôle. C'est tellement cool. Mais ce que j'ai trouvé drôle, c'est que ce que j'ai trouvé cool. Tu sais, j'en parlais là au début, je disais c'est souvent associé à des chutes ou à des personnages qui se font éventuellement tirer dessus ou bref, bon, le gars qui reçoit une flèche d'un Amérindien, par exemple. Mais j'ai remarqué que par exemple dans Indiana Jones, celui qui est sorti en 2008, à un moment donné, ils sont en moto dans une genre de bibliothèque, je pense. Ils passent au travers d'une bibliothèque où je sais plus trop quoi. Je sais plus si c'est une bibliothèque ou juste un gros bâtiment, mais ils foncent en moto à travers le bâtiment. Puis là, il y a vraiment un gars avec ses grosses lunettes qui est juste surpris de les voir, puis il fait le William Scream. Ça, je trouve ça malade. Je suis comme, hey, c'est pas un gars qui tombe pour une fois, tu sais, c'est juste un gars qui est surpris, genre. Exact. Je trouvais ça très drôle. Mais ce qui est cool aussi, c'est que, tu sais, c'est comme si nous, on se mettait à avoir un inside joke, puis que l'univers entier se mettait à faire exactement comme nous parce qu'ils trouvent ça cool. C'est ça qui s'est passé avec le Willem. C'est comme si tous les balados, Étienne, reprenaient la voix du robot Baptiste à quelque part dans l'épisode. Mais tu sais, c'est quasiment devenu un problème parce que je pense que c'était bien quand c'était leur inside joke, mais là, rendu à un certain point, c'est dans tellement de films, c'est dans tellement de trucs que c'est quasiment trop. Puis j'ai un petit quiz impromptu pour toi. Baptiste, dans combien de films retrouve-t-on le Wilhelm environ, estimé, mettons? Entre 100 et 200? Entre 200 et 300, entre 300 et 400, ou entre 400 et infini de films? Je vais y aller soit avec la 2 et la 3, je vais te le dire pourquoi. C'est parce que je suis tombé sur un channel YouTube d'un certain Mr. Wilhelm Scream qui répertorie plein d'usages, mais lui, il fait aussi les dessins animés puis les séries animées. Fait que c'est sûr que c'est pas exactement les films. Mais ce monsieur-là avait 300 mettons, vidéos. Les films animés comptent aussi, Ouais. Ce monsieur-là avait 300 vidéos de l'usage du Wilhelm Scream. Fait que disons entre 3 et 400. OK. Ben, la réponse, en fait, j'ai essayé de la trouver, puis personne n'a une réponse exacte. C'est pour ça que c'est un estimé. Mais j'ai d'abord trouvé une liste sur IMDb. On s'entend que c'est IMDb, là. C'est la place pour savoir pour les films. Puis il y avait seulement comme 38 films dedans. Je disais, non, ça se peut pas. Ça se peut pas. Mais j'ai fini par trouver une autre liste qui avait pas un décompte, qui avait juste une liste de films. Ah ouais. Donc je les ai comptés. Ben oui. Il y en avait 420. Hein? 420. Donc, c'est un minimum de 420 films qui contiennent le Wilhelm. C'est capoté. C'est vraiment fou. C'est même présent dans plusieurs jeux vidéo. Savais-tu que le Steam Controller qui est sorti en début d'année... Oui, c'est vrai! Si tu le lâches puis qu'il tombe quelque part, son sensor déclenche le Wilhelm Scream. Oui, ça c'est la meilleure utilisation de cet effet sonore-là. T'échappes ta manette et elle crie le Wilhelm Scream. C'est magique. Très drôle. C'est tellement... Bravo Steam. Bravo. Votre console est trop chère, mais votre manette est incroyable. Exactement. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Je te rejoins sur un point. Puis là, il y en avait plusieurs qui le mentionnaient aussi, à la fois dans les astronautes, puis même quand je faisais mes recherches en ligne. Là, mais c'est un clin d'œil qui est quand même comique, surtout quand tu le connais puis les contextes dans lesquels il est utilisé. Puis en général, ça te fait un petit peu décrocher parce que tu l'entends facilement, tu sais. Sauf que des fois, puis c'est vrai, je l'ai vu, il y a 2 films qui sont nommés Dante's Peak, puis voyons, Le Hobbit, La désolation de Smaug. Il y a des scènes très dramatiques. Puis soudainement, en plein milieu de la scène dramatique, ils font crier un personnage avec le Wilhelm Scream. C'est complètement out of tune, là. Tu sais, ça marche pas du tout, là. Tu sais, c'est vraiment... non, là, c'était trop, là. Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé au début des années 2000. Il y a eu une multiplication de 2 choses. Le Wilhelm Scream
et l'effet Matrix de Bullet Time. Puis je mets les deux dans la même catégorie écoutez, c'est vraiment cool, là. Mais quand c'est bien utilisé seulement. C'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, me semble de voir Braveheart, là, ils ne retireront jamais notre... c'est ça, exactement. Rendu là, à un moment donné, t'as... Ouais. Faut garder le... Il y a quand même... Je sais pas comment dire, mais il faut garder... C'est correct là, que ça s'inscrive dans un contexte un peu plus léger, puis si ça fit dans le ton, mais si c'est pas le ton du film ou de la scène ou du moment que t'es en train de vivre, ça se peut que ça fasse juste décrocher, puis t'es comme il me semble que je l'aurais pas pris là, ce son-là. Exact. Puis tu sais, c'est comme n'importe quel Easter egg. Faut que ce soit caché. Faut que très peu de gens s'en rendent compte. Ça. Mais si toi, ton objectif, c'est juste que tout le monde s'en rende compte, c'est là que t'échoues, je trouve. C'est ça, exactement. On va y aller avec les points des astronautes par rapport à ce qu'ils aiment entendre le Willem dans les films. On a Potomax qui dit c'est un peu dérangeant, mais c'est juste une seconde, donc peu importe. Powerhead qui dit oui, qui aime ça. Ça dépend du contexte dans lequel ça a été fait, mais disons que je trouverais ça cheap si j'entendais ça dans un film qui se veut sérieux de nos jours. Genre, imagine entendre ça dans Odyssey de Nolan. Ça me fait bien rire juste d'y penser. Effectivement. Non, en effet, pas dans Odyssey. Enfin, t'es arrivé chez toi. Puis on a notre capitaine, Jean-Philippe Matt, qui dit « Je suis en accord avec Powerhead là-dessus, ça me fait rire dans un film où ça fit. À quelques rares occasions, j'ai trouvé son utilisation vraiment imbécile et ça gâche un peu mon appréciation du film. Des fois, j'aime jouer à deviner quand on va l'entendre. » J'avoue que c'est un beau jeu, ça. Un gros merci tout de même à Ben Burt pour avoir donné un sens au Willem Scream avec Star Wars. Oui, c'est clair. C'est clair. Ouais. Savais-tu qu'en 2018, Lucasfilm a fait un statement officiel comme quoi ils n'utiliseraient plus le Willem Scream. Ouais. Je suis content, mais je suis triste en même temps. Mais, tu sais, je me dis, en même temps, c'est probablement... C'est ça, c'était une inside joke qui était super bonne, mais là, c'est devenu trop gros pour être juste une inside joke, puis c'est correct de passer à autre chose aussi, je pense. Oui, c'est là que je veux qu'on passe à autre chose, Baptiste. Oui, moi aussi, j'ai une liste de sons. OK. Il y a le How We Scream. Oui. Qui est mentionné par un de nos astronautes, d'ailleurs. Ouais. Powerhead, qui aime l'entendre dans le premier StarCraft, quand on clique sur le bâtiment Academy, qui dit « On n'a pas le même genre d'Académie. » Je vais vous le faire entendre, le How We Scream. C'est quand même... puis il est plus long, plus intense. Oui. Souvent synonyme de mort de quelqu'un. En fait, ce que je veux dire par là, c'est le Willem Scream, tu vois des fois des gens chuter, mais tu vois pas forcément une mort ou quoi que ce soit. Mais quand c'est utilisé, le How We Scream, c'est un peu plus intense, on dirait. Je sais plus si c'est dans Terminator qu'on l'entend à un moment donné. Je sais pas. En tout cas, je l'ai vu à quelques endroits, puis c'était utilisé dans des contextes pas mal plus intenses en termes de... Clairement, ce personnage va mourir. C'est sûr et certain, il n'y a pas de doute là-dessus. Ouais. Le How We Scream, Moi, j'aimerais te faire un quiz suite à ce que je t'ai dit par rapport à Lucasfilm. Oui, excuse, vas-y. Alors, voici une question pour toi, Baptiste. Depuis 2016, Lucasfilm utilise un nouveau cri dans leurs œuvres. Ah! Ils utilisent maintenant ce cri un peu partout. Le nom du cri correspond au nom de la personne qui a poussé ce cri. La question pour toi, Baptiste, c'est quel est le nom de ce cri? Est-ce que c'est The George pour George Lucas, The Harrison pour Harrison Ford, The Mark pour Mark Hamill ou The Anthony pour Anthony Daniels? Je vais te le faire entendre après. The Harrison. C'est The George. Ils ont pris un son enregistré par George Lucas lui-même, le créateur de Star Wars. Ça a été enregistré à l'origine pour le film American Graffiti de 1972. OK. C'est un cri qui a comme 54 ans aujourd'hui. Puis ils ont commencé à l'utiliser dans Rogue One, puis ensuite dans plusieurs œuvres de Star Wars après ça. Puis c'est comme leur nouvelle tradition. Puis on a appris ça très récemment,
qu'il y a un des monteurs sonores de l'équipe de Lucasfilm qui s'est comme ouvert la trappe, puis il a comme dit « Ah ouais, on en a un nouveau. Mais je suis pas supposé vous le dire. » Puis après, il a dit « Ouais, il est à tel endroit quand les speeders, ils font tel truc. Il est à tel autre endroit. » Puis tu sais, dans le fond, il a donné tellement d'indices que le monde a trouvé c'est quoi. Alors, Baptiste, je te le fais entendre. J'ai pas réussi à isoler le son de son contexte, drôle, malheureusement. C'est drôle, ça. Mais oui, c'est cool, hein? C'est le nouveau Wilhelm de Lucasfilm. Ça s'appelle The George. Ça fit que ce soit George Lucas, quand même. Chers auditeurs, qu'il n'y a pas grand monde qui savent ça. Ah ouais, hein? Maintenant, vous savez ça. Vous savez. Ah, c'est drôle, ça. C'est tellement drôle que ce soit George Lucas qui est... ça fit tellement. Puis, il s'est tellement comme laissé aller sur ce cri-là, en plus. Oui. Quand tu sais comment George Lucas parle, d'habitude, c'est pas du tout dans ce ton-là. Exact. Ah, c'est drôle. Fait que là, j'ai d'autres sons pour toi, mon cher Étienne, que je voulais passer dans ma liste. Le crowd cheer. Crowd cheer. Ouais, il y a vraiment un son de crowd cheer que t'entends vraiment quelques personnes qui font un mélange de yeah et whoo en applaudissant. Puis c'est un son qui a été enregistré dans les années 70, qui a vraiment été réutilisé à beaucoup de sauces, ce son-là. Fait que, en tout cas... Fais-moi l'entendre. Je pourrais te le faire entendre là. OK. Ça. OK. Ouais, fait que le crowd cheer, ça c'en est un. Avais-tu autre chose que parce que je passe ma liste. Non, mais en fait, on va alterner, on va y aller avec Potomax, un de nos astronautes. Oui. D'ailleurs, on parle de nos astronautes depuis tantôt. Pour ceux qui ne savent pas, on a un Discord que vous pouvez joindre. Allez sur j'adoresapodcast.com. Joignez-vous à notre Patreon gratuitement, puis vous allez avoir accès au Discord. On a Potomax sur le Discord qui dit le son des enfants qui rient au début du jeu Diddy Kong Racing. Puis c'est vrai que c'est un rire d'enfant classique qu'on entend dans plein de choses, dont, il me semble, Roller Coaster Tycoon. Ouais, puis Rick and Morty. Oui. Ben oui. Fait que, ouais, non, c'est ça. Il y a eu vraiment plusieurs endroits. Puis c'est le fun aussi que, c'est ça, comme on disait, ben, on l'a vu avec le Wilhelm Scream, mais que ce soit pas, je sais pas comment dire, comme juste réservé au milieu du cinéma. Ouais. Ça devient comme quasiment multiplateforme, multicanal, ce son-là, là, ça se spread. Oui. Mais c'est vraiment, quand t'entends les rires d'enfants, t'es comme, ok, oui. Et puis je pense, il y avait aussi, c'est quoi donc? Il y a un truc qui s'appelle aux États-Unis Cartoon Network. Ça se peut-tu? Puis il y avait une intro qui avait ce son-là dedans. Avec le logo Cartoon Network. Ça fit, tu sais. C'est drôle parce que c'est comme si on peut se dire, ils se sont pas forcés. Tu aurais pu chercher plus original. Je viens de me rappeler d'un truc. Le film Everything Everywhere All at Once. Il y a un certain moment où il y a un des personnages qui fait je dirais un coup critique à un autre dans un combat. Puis ils ont voulu répliquer, parce qu'ils n'ont pas pris le son tel quel, ils ont voulu répliquer l'effet sonore dans Smash, dans Super Smash Brothers, le jeu vidéo. Quand tu donnes un coup de bâton de baseball, ça fait un genre de ping. Je vais vous le faire entendre là. Ce son-là, ils ont réussi à le répliquer à partir de rien, en fait, pour le mettre dans Everything Everywhere All at Once. Je trouvais que c'était tellement un bel hommage. C'était vraiment cool, puis ça fitait avec ce qui se passait. Ah, c'est drôle, ça. Il y a aussi un genre de... OK, il y a un son dans presque tous les films, mettons, où c'était des thrillers avec la police, une voix féminine qui parle dans un walkie-talkie, la radio de la police. Il y a vraiment un son qui est souvent réutilisé. T'entends juste une voix de fille qui dit, je sais même plus ce qu'elle dit, mais on dirait que ça n'a pas tant de sens ce qu'elle dit. Puis c'est juste, tu sais, pour faire comme, la police est pas loin, puis là on entend leur radio qui part, mettons, puis etc. Ouais. Puis je sais plus s'il y avait ce son-là exactement, mais moi j'ai longtemps joué à SWAT Cat, qui était un jeu très policier évidemment. Puis je crois qu'il y avait peut-être ce son-là des fois dans une intro d'une mission ou dans l'intro du jeu, genre tu l'entends, ce même son-là. Fait en tout cas, radio de police, avec une voix féminine dans un walkie-talkie.
On a, je les ferai pas tous entendre parce qu'il y a quand même 5 trucs de Jean-Philippe, là. Mais Capitaine Jean-Philippe Matt, lui qui dit que c'est son préféré, desquels il ne se tannerait jamais. Il y a le cri de Godzilla. Il dit c'est le plus beau son de monstre ever. J'avoue que c'est dur à battre. Les tripodes dans le remake de La Guerre des Mondes. Ouais. Le rire de Goofy en français. Mais là, ça, on va le faire. Baptiste, vas-y. Voilà. Chose importante à savoir, c'est le rire naturel de Baptiste. Oui, c'est ça. Le T-Rex de Jurassic Park et la Deep Note de THX. Celle-là, je vais la mettre. C'est dur à battre, ce son-là. Surtout dans une salle de cinéma. Puis c'est dommage que... En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu récemment. Non, c'est ça, c'est vrai. Ça fait longtemps, THX. Ça manque, hein? Ouais. C'est vrai. Probablement qu'il y a eu trop de haut-parleurs abîmés à force de jouer le film. Hey, je me suis acheté un cinéma maison. Hey, on part le film. Puis tout explose. THX ont dû rembourser trop de monde. C'est ce qui est arrivé. C'est bon. En avais-tu d'autres? Ouais. Il y a une porte qui couine, qui était à la base une grosse porte lourde en métal pour l'enregistrement, mais ce son-là, il a servi à plein de sons de porte en tous les genres dans le milieu du cinéma, mais aussi à un son très particulier qu'on a entendu dans beaucoup de films avec des collèges aux États-Unis. C'est le son des casiers. Oh! À chaque fois qu'il y avait un casier en métal qui s'ouvrait, c'était ce son-là qui était utilisé. Je trouve ça malade. C'est comme... Je verrai plus jamais ces films-là de la même façon maintenant que je sais ça. Il m'en restait 2, puis un autre bonus après ça. Je vais vous en reparler. Mais il y a le vase cassé. Ça, c'est drôle, mais j'ai l'impression que j'ai pas besoin de vous faire entendre le son pour que vous sachiez de quel son je parle. Oui, parce que moi, dès que j'ai vu le mot vase cassé, j'ai fait « Ok, je sais de quel vase cassé on parle. » Je l'entends juste d'en parler en ce moment. C'est fou. Ça, là, on s'entend, là. C'est ceux qui ont fait une banque sonore, qui ont fait « Ah, on a besoin de son de vase cassé. » Puis ils ont cassé un vase, puis ils ont fait « Ok, mais il est où le deuxième vase? » On n'en avait pas. Oui, c'est ça. On va prendre ce son-là. C'est ce son-là. Il y a le cri de l'aigle aussi. Ah oui, là. Qui est comme toujours le même son. Toujours le même son. C'est assez capoté quand même. Qui est souvent associé à l'aigle à tête blanche, le symbole des États-Unis, mais que c'est aucunement le cri d'un aigle à tête blanche. C'est pas la, comment on appelle ça? La pigargue? Non, c'est pas, non. Je me rappelle plus c'est un cri de quoi exactement. Ouais, tout à fait. Ouais. Je peux te relancer avec les loups. Avec les loups? Ouais. Je vais te le faire entendre. OK. Dans les Simpsons, dès qu'il y a des loups, dès qu'il y a un silence un peu awkward la nuit, c'est ce son-là qu'on entend. Ah, j'aime ça. C'est le classique, là. Ouais. OK. Puis il y a un son, Étienne, que j'ai jamais réussi à retrouver, mais ce son-là, je l'ai entendu dans des jeux vidéo, dans des pubs, dans des... C'est niaiseux, c'est juste un petit son, mais c'est celui d'un plat ou d'une assiette qui sonne comme de la céramique ou genre de la terre cuite que tu déposerais à quelque part, peut-être sur une autre assiette ou sur une table, genre. Puis ça fait vraiment un petit son de cling cling, genre, j'ai jamais réussi à retrouver ce son-là. Je suis pas capable. Pas de quoi tu parles. Puis je te jure que je l'ai entendu à beaucoup d'endroits, ce son-là. Je capote de pas le retrouver. Je capote aussi que mon ami Claude... mais il peut plus non, mais des là-dessus. fois, trouver des choses précises avec un engin de recherche ou avec AI, des fois, ils sont pas capables. Mais tu sais, tu cherches des trucs, genre, son de peau qu'on dépose. Oublie ça, là. C'est ça, c'est comme, de quoi tu parles? OK, je veux dire juste une chose, là. J'ai fini cette liste-là. Je trouve ça super cool de dire, OK, il y a eu Wilhelm Scream, qui était comme l'une des plus grosses inside jokes des films hollywoodiens. Ouais. Mais j'ai vraiment eu du fun à découvrir c'était quoi les autres sons qui se répétaient que j'avais peut-être pas toujours remarqué que ça se répétait tant que ça, tu sais. Ça, je trouve ça vraiment malade. C'est vraiment cool, ouais. C'est vraiment cool, en effet. Ouais. Moi, j'ai un effet sonore que j'adore, puis c'est notre son de transition.
La mission principale de l'épisode est terminée, mais on vous invite à chiller avec nous au Spatioport, zone VIP, on jase de ce qu'on a découvert dans le dernier mois, que ce soit un film, une série, un jeu vidéo, un board game. Et pour commencer, Étienne, je vais te laisser parler. Vas-y, mon cher. J'ai envie de te parler d'un jeu vidéo. Ah! Je sais pas si tu te rappelles, mais quand j'ai acheté ma PS5, un des premiers jeux que j'ai essayé, c'était Elden Ring. Mm-hmm. Puis j'en ai parlé dans notre épisode sur Steven Spielberg. Ouais. Oui. Puis on me l'avait prêté, puis je m'étais fâché contre le jeu, je l'avais mis dans le congélateur. C'était pas pour moi, OK? Mais comme toute bonne chose que tu mets dans le congélateur, à un moment donné, il faut que tu le ressortes. Puis, c'est pas pour rien que j'avais utilisé cette expression-là. C'est parce que je savais que j'allais le revisiter à un moment donné. Puis, je l'ai acheté. Sachant très bien l'expérience que j'avais vécue, ceux qui se rappellent, j'avais une relation amour-haine énorme avec ce jeu-là, et surtout haine, et surtout angoisse et anxiété. Et bon, c'était un jeu que quand je jouais, j'avais hâte d'arrêter de jouer. Mais quand j'arrêtais de jouer, j'avais hâte de jouer. C'est comme une mauvaise drogue. Ouais. C'est comme une mauvaise drogue. Mais bref, j'étais incapable d'arrêter de penser à ce jeu-là. Donc j'ai fait une rechute, je l'ai acheté. Mais ce coup-là, je savais à quoi m'attendre. Okay, pour ceux qui n'ont jamais joué à Elden Ring, c'est un Souls-like. En fait, c'est un jeu à la Dark Souls où une petite erreur peut tout te coûter. Et c'est un jeu, dans le fond, un jeu d'aventure à la troisième personne dont les contrôles ne pardonnent pas. Et dont le niveau de difficulté est plus élevé que élevé. Mais ce coup-là, je savais à quoi m'attendre. Ce coup-là, j'ai fait une classe de personnages qui correspond beaucoup plus à mon style de jeu que la dernière fois. J'ai enfin compris. Là, tu peux insérer le meme de Danny DeVito qui dit « I get it now ». Mais pour vrai, j'ai enfin compris ce jeu-là. Je me suis mis en tête « Étienne, il faut que tu joues à ce jeu-là avec un instinct de survie. » Et non comme si tu étais nécessairement capable de naturellement survivre à toute situation. Il faut que tu te sauves si jamais tu as besoin de te sauver. T'sais. Mais sans nécessairement avoir peur d'aller de l'avant. Parce qu'avant, j'avais peur de faire quoi que ce soit, mais quand je le faisais, je me disais, YOLO, puis je mourrais, justement. You only die 300 times. Le meilleur résumé d'Elden Ring. Exact. Là, en ce moment, je pense que je suis environ la moitié du jeu, mais je prends vraiment mon temps. Je pense que j'ai passé à date 40 heures dessus. Puis aimes-tu ça? Le lore, toutes les... Ben, ça, c'est le truc. Le lore, c'est comme trop compliqué pour l'instant pour moi. J'aime mieux jouer, faire mon playthrough, puis ensuite aller voir des vidéos de gens qui ont perdu des centaines d'heures à analyser tous les dialogues, à tout comprendre. Parce que je suis pas capable de moi-même décortiquer tout ça. Mais ça m'empêche pas d'apprécier ce que je pense que j'arrive à comprendre un peu de la très surface de l'iceberg, du lore. Mais j'aime beaucoup, puis... il y a encore quelques mécaniques avec lesquelles j'ai de la difficulté. T'as pas mal juste deux façons de devenir plus fort. Soit tu level up, ou soit t'améliores ton arme. Puis, le truc qui me gosse, c'est que quand j'ai parti mon personnage, en passant, j'ai fait un samouraï, il y a un de nos astronautes qui m'a dit « Garde ton arme du départ tout le long. C'est la meilleure arme, ou presque. T'as juste à améliorer celle-là. » Mais là, ça fait en sorte que je me promène, je bats des boss et je trouve de l'équipement et je m'en sers pas. Donc, tu sais, toutes les récompenses, c'est comme « Ah, cool! Tiens, voici une nouvelle arme. » Non, je m'en fous. « Voici un nouveau sortilège. » Non, je m'en fous. Puis même les armures, tu peux pas les améliorer et ils sont plus ou moins toutes équivalentes. Donc, ça vaut pas tant la peine. Ah ouais, hein? Ouais, puis c'est drôle parce que malgré ça, tu sais, le jeu est quand même vraiment fascinant puis passionnant. Puis j'aime surtout aller visiter des endroits qui étaient trop difficiles pour moi avant, puis être capable de facilement passer à travers. Ouais. Il y a une drôle de satisfaction avec ce jeu-là. C'est comme de la torture qu'on s'inflige, mais qui commence à être le fun. Tu vois, c'est drôle. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on pourrait reprocher aussi à d'autres jeux, comme, je sais pas si tu sais que les derniers Assassin's Creed, il y avait souvent un concept de
les niveaux des méchants, bon, ça dépendait des zones quand même. Là. Il y avait des zones qui étaient toujours plus intenses que d'autres. Mais les niveaux des méchants montaient un peu avec le tien. OK. Fait que ouais. Il y a comme un peu ce côté, ben, ça sert à quoi que je progresse si les gens continuent à monter en même temps que moi? Ouais. Fait que je me doute que ça doit être un peu plus satisfaisant quand même des fois de te dire, hey, j'étais pas bon dans telle zone, puis là je reviens puis je suis badass. Là. Exactement. Ouais. Puis il y a des places que j'ai jouées dans mon premier essai que j'étais incapable de faire, puis que maintenant... Ouais. Puis là, c'est pas juste une question de niveau, c'est aussi une question de... Je comprends mieux comment jouer. Mm-hmm. Maintenant, j'ai eu de la facilité. Puis, tu sais, ce que tu viens de décrire par rapport au scaling de difficulté, c'est souvent la solution facile que les jeux open world prennent. Ouais. Mais c'est rarement bien exécuté. Une des rares places que j'ai vu que c'était bien exécuté, c'est Breath of the Wild. Okay. La façon dont ils avaient fait ça, ce qui est quand même très intéressant, c'est que, oui, tous les ennemis scalaient up avec toi. Mais il y a un type d'ennemi qui était les gardiens, qui est un ennemi que si tu croises au début, tu meurs. C'est fini, tu meurs. Que eux ne scalent jamais. Okay. Donc, eux sont placés stratégiquement à des endroits où ben, tu peux essayer de passer quand même si t'as pas beaucoup progressé dans le jeu pour l'instant, mais ça va être plus difficile. Donc, c'est une façon de te diriger ailleurs au besoin jusqu'à ce que tu te sentes prêt. Puis ça fait en sorte que tous les gens que je connais qui ont joué à ce jeu-là ont pris des chemins différents pour finir le jeu, mais avaient une peur incroyable de cet ennemi-là et une satisfaction inégalable de réussir à les battre. Ben oui. À la fin. Il y a un bel équilibre là-dedans. Tout à fait. Ah, super intéressant. Donc c'est ça ma redécouverte du mois, Baptiste. De ton côté... Écoute, j'hésite entre deux. J'hésite entre deux. Ben, c'est ça, il y a Odyssey. Fait que là, c'est comme, je peux pas passer à côté de parler de ça. Puis en même temps, mais il y a un podcast que j'ai pas fini. Fait que je pourrais attendre avant d'en reparler de celui-là. Okay. Je vais vous garder. Vous allez être obligé de vous abonner, tout le monde. Exactement. Vous allez être obligé d'écouter le prochain épisode. Nice. Cool. L'Odyssée. Premièrement, je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que j'avais pas lu ou vu une œuvre en lien avec l'Odyssée. OK. Dans le sens où je pense qu'il y a certaines références mythologiques que j'étais plus sûr de comprendre exactement. Mais c'était super. Pour vrai, écoute... Mais là, attends un peu. Est-ce que tu vas parler de l'Odyssée au prochain épisode ou... Non, c'est l'Odyssée que je veux parler là. C'est-tu okay. correct? Ben, je peux en parler aussi au prochain épisode. J'avais compris l'inverse. Je m'excuse. Continue. Mais c'est parce que... Non, mais mon point, c'est que l'Odyssée, je l'ai fini, mais le podcast que je pensais vous parler, je l'ai pas encore fini. Fait que je pourrais bien l'envoyer à un autre épisode, cette découverte-là. Parfait. Mais c'est-tu correct qu'on parle de l'Odyssée? L'as-tu vu, premièrement, mon cher? Non, je l'ai pas vu. OK. Vu au IMAX à Québec, ça vaut la peine quand même. Ça vaut vraiment la peine. Puis c'est le premier film de fiction filmé au complet en IMAX. C'est quand même une belle prouesse technologique. Après ça, je me suis posé quelques questions à savoir, c'est filmé d'excellente qualité, mais à quel point, si t'es pas dans un IMAX 70 mm, tu perds une partie de la qualité qui a été comme utilisée pour filmer ce film-là. Mais bon, là, je suis allé dans des détails, des questions techniques auxquelles j'ai pas de réponse. Je pense qu'on pourrait s'attaquer à ça pour un autre épisode. Ouais, je pense que oui. Le format IMAX, c'est quelque chose de vraiment fascinant. Je pense que ça vaudrait la peine qu'on s'en reparle dans un autre épisode de ça. Mais écoute, c'est vraiment... moi, j'ai trouvé que c'était un chef-d'œuvre. OK. Oppenheimer en était un aussi, à sa façon. Avant ça, Tenet m'avait énormément déçu. Je pense que c'est celui qui m'a le plus déçu de Christopher Nolan ever. Mais lui, là, écoute, c'était... le acting était excellent. Matt Damon, je pense que c'est la première fois qu'il joue dans un film de Christopher Nolan. Je suis pas sûr de l'avoir vu dans un autre film. Attends, c'était lequel? Interstellar? Ah oui! Ben oui. Interstellar, c'est celui, l'astronaute qui est perdu
qu'on s'attend pas à voir d'ailleurs. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui, c'est Matt Damon. En fait, Ben Baptiste, faut que tu te dises, dès qu'il y a quelqu'un qui est perdu et qui doit retourner chez lui, c'est Matt Damon. Faut sauver le soldat Ryan, le Martien, Interstellar. Puis il y a d'autres films. C'est parce que Matthew McConaughey. Matthew, ouais. Exactement. Tom Holland, je l'ai beaucoup aimé dans ce film-là aussi. Super bon acteur. Mais la bande sonore, je sais pas comment dire aussi, le fait que, oui, il y a des effets spéciaux, il y a des effets virtuels qui ont été mis en place pour toutes les créatures que, évidemment, Ulysse rencontre, mais ça a été tellement bien dosé parce que tu le vois qu'il y a énormément de moments où ils auraient pu mettre du CGI puis ils en ont pas mis. T'sais, le bateau, ben... tu vois que ça a l'air d'être clairement un vrai bateau. Là. Christopher Nolan qui niaise pas sur les moyens. C'est genre, on va se prendre un vrai bateau. Là, fait que, alors que Lucas aurait fait, nous, on va prendre un vrai train, mais on va le convertir en bateau en post. Si. Mais pour vrai, toute cette histoire est juste trop belle à vivre au cinéma. J'ai vraiment capoté. Le jeu d'acteur était malade, puis je sais pas, de revivre ça, il y a eu quelque chose aussi qui m'a fait me rendre compte à quel point tous les récits qu'on a eus jusqu'à maintenant de l'Odyssée, c'était très... puis c'est correct, là, c'est comme ça que ça fonctionne, limite, mais c'était ultra romancé. Très, des fois un peu trop exagéré sur certains aspects. Ben là, bon, évidemment, il y a des effets spéciaux, fait qu'il y a des choses qui sont exagérées dans le récit, mais tout est ramené à un niveau ultra humain. Même le Cyclope, la façon dont il est fait, t'es comme, ok, ça se pourrait qu'un humain ait la face déformée pour avoir cet air-là, tu sais. C'est pas juste un espèce de gros œil gigantesque en plein milieu du visage, puis c'est vraiment quelque chose de un humain qui aurait eu une déformation aurait pu être comme ça, mettons. C'est un géant en plus d'avoir ce visage-là, là. Mais c'est ça, de revivre aussi, essayer de s'échapper avec le troupeau de moutons, justement, à travers le Cyclope, puis pas se faire repérer, puis là... vivre le côté de toutes les mythes avec les sirènes, puis mais c'est drôle parce que j'ai eu aussi un feeling pendant le film, c'était en gros ce que le personnage de Matt Damon, Odysseus, Ulysse, fait à chaque fois, c'est qu'il arrive sur une île, puis il finit par s'enfuir. Ok, c'est comme, j'arrive, ok, je m'enfuis. Il y a toujours quelque chose. Mais puis là... la scène que j'ai trouvée comme la plus trash, mais qui était vraiment intense puis qui était le fun, c'était... comment elle s'appelle? Circé. Circé qui est une sorcière là, qui transforme, je pense, ses marins, une partie de ses marins en cochons quand elle les reçoit chez elle. C'est ça qui est dit dans le mythe là, à la base. Puis la façon dont elle transforme les hommes en cochons, là, c'est... à la fois trash, mais c'est parfait, ça fit dans l'intensité du film à ce moment-là. Puis ben, le climax à la fin de... Ulysse qui revient chez lui, puis qui pète tous les suitors, tous les prétendants, mettons, à Pénélope, sa femme. C'est juste malade. Pour vrai... Et ça, d'ailleurs, là, s'il y en a qui se disent comme « Hey, spoilers! » Je m'excuse, mais cette histoire-là a environ 3000 ans. Oui, c'est ça. On s'entend que vous aviez le temps, là. Puis tu vois, même c'est ça. Après ça, même quand lui se rend compte de tout ce qui s'est passé avec le cheval de Troie, puis il parle beaucoup de la Zeus's Law, qui est comme la loi de Zeus, qui est d'offrir l'hospitalité à tous les étrangers, mettons. Là. Ok, je pensais que tu allais me dire que c'était le frère de Jude Law. Jude Law. Jude Law. Jude Law, il y a de Jude Law. Pauvre Jude, si un jour il veut venir sur notre podcast puis qu'on n'arrête pas de l'appeler Jude Law, là, ça va pas marcher. oui, Baptiste, parce que Jude Law va vouloir venir sur c'est sûr. Après Christopher Nolan, c'est sûr que Jude Law s'en vient, là. Écoute, moi, tant qu'on n'a pas Ricardo Troggi, je pense que c'est un échec. Je veux Ricardo Troggi sur notre podcast. Mais c'est ça. Pour vrai, je le recommande fortement. Il vaut son... Je pense que c'est sur Rotten Tomatoes, Chris Nolan n'a jamais eu des aussi bons ratings, à la fois audience et critics. Là. Fait que, ça vaut ça. Moi, ça me surprenait qu'il ait pris cette histoire-là. Je trouvais que c'était non Nolanesque. Mais en même temps, tu vois, Villeneuve m'a surpris en prenant James Bond. Fait que je me dis... c'est vrai.
Les deux sont peut-être rendus à une étape de leur carrière où ils essayent de trouver d'autres projets stimulants, mettons, et différents de ce qu'ils ont l'habitude de faire aussi. OK, la question qui tue, Baptiste, là, toi qui es un méga fan de Chris Nolan, où est-ce que tu classes ce film-là dans ton classement c'est personnel? chiant, ça. Oui, c'est chiant. Étienne. Oui, j'ai le Pas droit. trop de me demander ça. Écoute. Ça, c'est chiant. OK, fait que j'avais-tu déjà fait mon top? Je pense que j'ai déjà fait mon top de Christopher Nolan. Ah, mais c'est malléable, ça peut changer. Demain matin, oui, ça peut être différent, mais ce soir, comment tu le sens, Baptiste? C'est pas ce que je vais dire. Je pense que je vais garder Memento en numéro 1. Oh, oui. C'est rough un peu parce que ça... Mais j'ai un attachement très très fort à Memento. Je peux pas ne pas le garder en top 1. Ok, regarde, te connaissant, Interstellar ou Odyssey? On peut y aller comme ça. Ah non, Interstellar. Je peux pas. Ouais, je peux pas. Ok. Ah non, c'est ça. Mais je mettrais l'Odyssey en 3e. Ok. Moi, j'aime mieux Inception que Interstellar. Donc, faudrait que je regarde Odyssey puis que je te revienne, mais ouais. mais tu vois, c'est drôle ça. Inception, c'est quand même le film qui m'a fait découvrir Christopher Nolan. Puis c'est un excellent film pour apprendre à connaître t'as pas commencé avec Memento? Non. Ah ouais. J'ai commencé par Inception. T'as le droit de me dire que je suis vieux, c'est correct. Le pire, c'est que Memento, c'est même pas si vieux que ça non plus. C'est pas 2001? Ah ouais, c'est peut-être quand même... Ça date. Ouais, c'est vrai, t'as raison. J'ai dit 2001, c'est de mémoire, là. Je sais pas si c'est... Non, c'est ça. Mais ouais, peut-être en 3e position. Dans mon top 3. Définitivement. C'est 2000, Memento. 2000? C'est encore plus vieux. Mais c'est ça, j'ai commencé par Inception, puis après ça, j'ai remonté dans le temps dans ses premières œuvres. Memento, Prestige. Lui aussi, il remonte dans le temps, puis il est rendu... il est rendu il y a plusieurs milliers d'années. Exact. Saturday night, bébé! Merci d'avoir été avec nous pour cet épisode. Si vous avez aimé ce que vous avez entendu, il y a plusieurs façons de nous donner un coup de pouce. Oui, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit pour ne rien manquer. On s'abonne, ça nous permet à nous et vous de rester connectés. Comme ça, vous pouvez avoir accès aux nouveaux épisodes dès qu'ils sortent. Vous pouvez aussi nous laisser 5 étoiles ou un petit pouce en l'air ou un commentaire. On va répondre. Allez-y. Ça fait vraiment une différence. Ça nous aide avec l'algorithme. Yes. Puis si vous voulez aller un peu plus loin, on en parlait tantôt, il y a une page Patreon. C'est une vraiment magnifique façon de soutenir le podcast tout en accédant à du contenu exclusif. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir accès au Discord et à nos publications. Oui, d'ailleurs, dernièrement, on a publié un extrait en grande première de notre dernier épisode. Donc, si vous voulez des scoops, des petits extraits, des trucs drôles, peu importe, abonnez-vous sur notre Patreon, c'est gratuit. Il y a aussi un abonnement payant disponible de 2$ par mois. Puis en échange, vous avez le statut de capitaine, comme notre capitaine Jean-Philippe, qui a contribué à l'épisode d'aujourd'hui. Alors, je vais mentionner tous les capitaines parce que c'est ça qu'on fait à la fin d'un épisode. Donc, merci à capitaine Jean-Philippe Matt, Hugo Chalifour, Antoine Talbot et Gars de Longueuil. Tous les détails sont sur j'adoresapodcast.com. Puis sur le site, vous trouverez aussi tous les liens pour nous écouter. On est partout, même si les aliens ont une plateforme d'écoute de podcast, je suis pas mal sûr qu'on est dessus. On est partout, retournez-vous, on est là, et voilà. On est là. Donc, merci, chers astronautes, d'être à l'écoute. Et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode. Bye! Bye! J'adore ça! J'adore.